Ces prochains mois, la conférence sur l'avenir de l'Europe va offrir aux citoyens l'occasion de s'exprimer sur la façon dont l'Union européenne devrait évoluer afin d'affronter les défis à venir. Ces panels feront ensuite des recommandations. On parle donc de l'avenir de l'Europe. Avec vous, Jordan Esnault, président pour la Loire-Atlantique de l'association Renaissance européenne, une association qui entend promouvoir l'Europe et l'action de la présidence française de l'institution. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et bonsoir à vous également, Arnaud Zacharie. Merci d'être avec nous depuis Bruxelles. Vous êtes secrétaire général du Centre national de coopération au développement, une ONG belge de solidarité internationale. Je vous adresse tout de suite la première question. Cette participation citoyenne, c'est quoi? C'est le dernier outil à la mode? C'est un outil à la mode, certes, mais bon, c'est clair que la construction européenne a besoin de résorber le fossé qui s'est creusé pendant des années entre les institutions européennes et le citoyen européen. Donc, on peut espérer que cette initiative puisse en tout cas ouvrir le débat, non seulement avec les responsables politiques, mais avec les citoyens des différents États membres. Évidemment, l'enjeu, c'est d'identifier les problèmes de la construction européenne, mais aussi les plus-values, les solutions pour faire de cette construction européenne, justement, une solution plutôt qu'un problème. Et quand on regarde, si je peux utiliser une métaphore, la construction européenne actuelle, c'est essentiellement un grand marché économique. Donc on a monté des murs économiques, mais il n'y a pas d'harmonisation sociale, donc on n'a pas de fondation sociale, on n'a pas non plus d'harmonisation fiscale et de véritable budget européen, puisque le budget de l'Union européenne se limite à 1% du PIB de l'économie européenne, donc on n'a pas de ciment sur ces murs, et puis on n'a pas de toit politique. Et donc comme la première souvent, pardonnez-moi, comme évidemment... souvent, quand on parle d'Union européenne et la question portée sur les citoyens, on parle sur les grandes questions européennes, donc on va essayer de recentrer sur les citoyens. Jordan Esnault, est-ce que ces citoyens sont bien entendus, sont bien pris en compte aujourd'hui dans l'Union européenne ? En tout cas, la conférence sur l'avenir de l'Europe, c'est une véritable opportunité pour nous qui a été proposée par le président de la République lors des élections européennes en 2019. Et donc nous, l'association Renaissance européenne, on veut saisir de ce bel outil démocratique qu'est la conférence sur l'avenir de l'Europe pour pouvoir faire remonter un certain nombre de messages. Monsieur Zacharie disait, et je le rejoins, l'Europe aujourd'hui, elle est abstraite, elle paraît désincarnée pour tout un tas de citoyens. Nous, notre objectif, c'est justement de la rapprocher des citoyens. Est-ce que ça ne va pas être une usine à gaz? On consulte, qu'est-ce qu'on en fait après? Je crois pas. On a une chance et une très belle opportunité qui est la présidence française de l'Union européenne qui démarre au mois de janvier. Je crois que la présidence française, c'est tous les 14 ans, vous voyez, donc on saisit l'opportunité. On a la chance de le faire en plus avec un président de la République qui aujourd'hui est parmi les plus européens qu'on ait jamais eu en France, je crois. Donc c'est une belle opportunité que nous allons saisir, en tout cas, pour participer à la conférence sur l'avenir de l'Europe, dont les résultats tomberont, les conclusions arriveront pendant la présidence française de l'Union européenne. La conférence Avenir de l'Europe, qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Les explications de Guy Verhofstadt, l'un des coprésidents. Pour la première fois, les trois institutions de l'Union européenne veulent... Le Parlement, la Commission et le Conseil. Veulent développer une nouvelle vision sur l'avenir de l'Europe en y associant d'abord tous les parlements nationaux, ça c'est important, et deuxièmement en y associant directement les citoyens. Donc il y a deux façons pour y participer. Vous pouvez le faire d'une manière individuelle. Il y a une plateforme digitale qui a été créée. Il y a 2,5 millions de citoyens qui ont déjà visité cette plateforme, qui n'est pas mal, c'est pas... Sur 450 400 millions, ça peut être plus, mais bon, on parle déjà de millions, ça c'est bien. Il y a 25 000 de ces citoyens qui ont ouvert une sorte d'account sur la plateforme et qui y ont donné et qui sont en train de débattre l'avenir de l'Union. Mais à côté de ça, on va faire quelque chose de tout à fait nouveau pour l'Europe. Ça a été déjà fait en France, ça a déjà été fait en Irlande. C'est de créer des conventions citoyennes. 4 on va créer, où des citoyens vont participer de tous les coins de l'Europe. Chaque fois, c'est 200 citoyens par convention citoyenne, justement pour discuter entre eux de l'avenir de l'Union européenne. Voilà, c'est un extrait d'International que vous pourrez suivre sur nos antennes dès demain. On retrouve, nous rejoint maintenant Alberto Alemano. Bonsoir, vous êtes professeur de droit à HEC Paris. On parle de la question des citoyens, de la place des citoyens en Europe. Pourquoi ces débats alors que les citoyens peuvent élire leurs représentants et faire entendre leur voix ?
Oui, tout à fait. Cette possibilité existe depuis longtemps, depuis 1979, mais cela n'a pas suffi pour combler la lacune ou le décalage qui existe entre la vie européenne de tous les citoyens. Nous sommes socio-économiquement très intégrés, mais de l'autre côté, il n'y a pas une dimension politique. La politique nationale reste une affaire absolument uniquement liée à ce qui se passe dans nos territoires, mais les défis qui se présentent à nous ont une nature transnationale. D'ici la nécessité de créer de manière un peu artificielle un laboratoire d'espace politique transnational où les citoyens et leurs représentants seront obligés à penser aux mêmes défis qu'on a sur les territoires au niveau local, national, dans une échelle européenne. Et donc, voici les grands efforts. La conférence est un expériment. Vous parlez des représentants. Arnaud Zacharie, est-ce que cette Europe est assez incarnée? Est-ce qu'il faudra un gouvernement plus fort, un président plus fort? Ben, disons que, selon moi, le débat est moins sur plus ou moins d'Europe qu'une meilleure Europe. Donc, une Europe qui fait la différence et de manière un peu visible pour les citoyens, justement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Union européenne doit avoir plus de marge d'action et notamment avoir des recettes propres pour avoir un véritable budget pour mener des politiques européennes qui vont bénéficier à l'ensemble des citoyens européens, hein, plutôt que de dépendre du bon vouloir des États membres qui cherchent évidemment à tirer la couverture à eux vis-à-vis de leurs propres citoyens. Et s'ils doivent prendre une décision impopulaire qu'ils devraient de toute façon prendre, qu'il y ait l'Union européenne ou pas, ils ont tendance à renvoyer ça sur les épaules de l'Union européenne. Donc, plutôt que de vouloir répondre à toutes les questions avec des politiques très intrusives, je pense qu'il faut plutôt cibler des projets concrets qui vont apporter une véritable plus-value aux citoyens. Bon, rappelons-nous de la CECA, par exemple, hein, sur le charbon et l'acier dans les années 50, ou de la politique agricole commune. Alberto Alemanno, vous voulez réagir à ce que vous disiez? Quels moyens concrets, quelles actions concrètes? Oui, la conférence, pour la première fois, offre la possibilité à tous les citoyens européens de partager leurs idées, leurs attentes. Et ces idées-là, qui seront récoltées sur cette plateforme électronique qui est ouverte à tout le monde, définira l'agenda des assemblées citoyennes. Ainsi qu'on les a eues en France, avec les grands débats et ensuite la Convention climat, on aura 800 citoyens tirés à sort qui vont débattre des mêmes sujets qui seront suggérés pendant les prochains mois et actuellement par les citoyens européens. Cela, évidemment, est une façon d'activer la population, à nouveau d'une échelle transnationale, et de définir l'agenda de ces processus. Mais pour être concret, vous qui êtes professeur de droit, quelles mesures vous voulez mettre en avant? Je vous pose la question, comme citoyen européen, quel changement prioritaire? D'après moi, les changements prioritaires et la création d'un système politique européen. Aujourd'hui, nos représentants en Europe sont élus au niveau national. Cela, évidemment, représente un péché originel. Comment on peut s'attendre que des représentants européens puissent faire face à des problèmes qui ont une nature européenne lorsqu'en réalité ont été élus au niveau national? Une loi électorale transnationale permettant à tous les citoyens de voter les mêmes candidats sur la base des programmes communs à toute l'Union européenne serait un grand changement. Ça, c'est une vieille idée. C'est une vieille idée, Alberto Alemanno. Mais pourquoi on n'y est pas, Jordan Esnault? Pourquoi ça ne se concrétise pas? Peut-être parce qu'il manque un certain nombre de maillons, voilà, de liens entre l'Europe, qui aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, est une entité abstraite, et sans doute le concret aussi. Moi, vous savez, avec l'association Renaissance européenne, on s'attache à valoriser déjà ce qu'est l'Europe sur le territoire. Tout ce dont on parle est extrêmement intéressant, mais je crois que les gens aujourd'hui ne sont pas au fait de tout ça. Prenons l'exemple des Restos du Cœur. La semaine dernière, on visitait avec l'association Renaissance européenne en Loire-Atlantique un centre de bénévoles des Restos du Cœur. Un repas sur 3, aujourd'hui, distribué par les Restos du Cœur et financé par de l'argent européen. C'est quelque chose, pardon, mais d'extrêmement concret, mais que nous, on s'attache à dire. Et je crois que c'est ça, en fait. Peut-être qu'on a manqué de voix. Il y a un certain nombre d'associations sur le territoire qui défendent le projet européen, et je les salue, la Maison de l'Europe, le Mouvement européen, les Jeunes européens. Et nous, Renaissance européenne, a vocation aussi à s'additionner à tous ces porte-paroles et ces défenseurs de l'Europe sur le territoire. Donc c'est vraiment peut-être, en tout cas si j'ai un message à faire passer, c'est celui-ci, c'est celui de rendre l'Europe plus concrète, plus accessible aussi pour tout à chacun. Et la conférence sur l'avenir de l'Europe est un excellent moyen pour ce faire. Monsieur Alemanno le disait tout à l'heure, tout le monde est capable de contribuer en ligne, et c'est la première fois qu'un tel dispositif de concertation citoyenne est mis en place. Arnaud Zacharie, je vous pose la même question. Quel serait pour vous le point à réformer en priorité pour faire avancer l'Europe?
Je pense que la priorité, c'est de réviser le pacte budgétaire. Avec le Covid, on a suspendu les règles, donc sans doute jusqu'à 2023. Et puis le débat va être mené. Est-ce qu'on revient à des politiques d'austérité ou est-ce qu'au contraire, on va donner plus de flexibilité pour les investissements dans la transition écologique, par exemple, en faveur du Green Deal européen, qui est un projet tout à fait positif qui est porté par les institutions européennes. Si par contre, on retombe dans l'austérité, comme on l'avait vu dans les années 2010, bien, on va avoir non seulement de nouveau de graves dégâts sociaux et donc de nouveau une fracture entre les citoyens européens et les institutions européennes, mais aussi on ne sera pas capable d'atteindre les objectifs climatiques puisque entre 2011 et 2012, on a vu les investissements verts qui ont été divisés par 3 et depuis lors, ils n'ont jamais augmenté. Donc la révision du pacte budgétaire en permettant notamment de sortir de ces règles budgétaires des investissements verts dans la transition écologique, c'est selon moi une priorité. L'Europe a uni ses efforts face à la pandémie. Les Européens ont su surmonter leurs divisions pour acheter des vaccins et emprunter en commun pour financer le plan de relance de 750 milliards d'euros. Alberto Alemanno, est-ce que la pandémie a renforcé l'Europe? Est-ce que ça marque la naissance d'une Europe de la santé, par exemple, déjà? Sans doute, la crise de la pandémie a permis à tous les citoyens européens de se retrouver exactement dans la même situation. On était tous renfermés, on a regardé à l'Europe et non pas seulement à l'État-nation comme un acteur qui pouvait faire la différence. Je pense que la crise sanitaire a été difficile à gérer au début, mais ensuite on a vu cette accélération. Vous faisiez référence à une union de la santé, mais également la crise financière a donné lieu à amener les États membres à s'élancer dans un plan de relance qui est très courageux, qui pourrait être institutionnalisé. Ce qui manque, évidemment, c'est la crise démocratique qui reste. On n'en parle pas, mais c'est exactement le point auquel je faisais référence, et c'est là l'Europe qui doit faire la différence pour la prochaine crise. Vous évoquez la Hongrie, la Pologne, qui, elles, sont deux pays qui sont réticents justement à rentrer dans les valeurs de l'Europe et donc à recevoir leur budget? C'est une vraie crise existentielle, celle qui se pose aujourd'hui par rapport à l'état de droit. Nous avons des États, parmi lesquels l'Hongrie et la Pologne, qui ne reconnaissent pas les cœurs des valeurs qui nous permettent de partager cette vision des vies communes, qui sont nommées à l'article 2 du traité. On parle évidemment de l'indépendance du judiciaire, on parle de l'état de droit défini de manière large, l'indépendance des médias. Sur ces questions, l'Europe a été très faible, c'est-à-dire que l'Union n'a pas réussi, parce que certains États membres ne sont pas assez courageux de dire finalement à M. Orban et également au gouvernement polonais que s'ils ne correspondent pas, s'ils ne respectent pas leurs obligations initiales, évidemment, ils ne pourront pas recevoir les sommes d'argent très généreuses qui leur seront fournies dans les prochaines mois. Et c'est encore en cours. D'un mot très très rapide pour conclure avec vous. Comment vous voyez l'Europe dans 20 ans ? Vous qui êtes le plus jeune dans cette discussion. Je la vois sans doute beaucoup plus politique. Et moi, s'il y a un mot que j'aime bien, qui était un mot tabou avant, c'est le mot de souveraineté. Souveraineté sur un certain nombre de sujets. Souveraineté sur la protection de nos données personnelles, stockage de nos données. Souveraineté sur le sujet de la santé. On peut parler de la souveraineté médicamenteuse, je ne suis pas sûr qu'on ait le temps. Souveraineté sur on retient le mot souveraineté de l'Europe. Et il faut l'employer et l'utiliser. Jordan Hinault, merci beaucoup d'être venu en plateau dans 64 minutes. Et Arnaud Zacharie, Alberto Alemanno, merci d'avoir participé au débat à distance. Merci à vous deux.